Salut et bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Black Sounds. Salut, moi c'est Dorothée Van Act, je suis consultante et formatrice en zytologie. Et aujourd'hui, on va vous parler bière de Noël ou tout ce qui a trait à Noël. Place à l'actu. Alors, en sujet d'actu, je voulais vous parler le regroupement de 3 coopératives de consigne, enfin de réemploi même, on pourrait dire comme ça. Ça se trouve en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Ma Bouteille s'appelle Revient, Alpes Consigne et Rebouteille, qui ont décidé de se regrouper officiellement. Je sais qu'ils travaillaient déjà ensemble, justement pour mutualiser notamment une laveuse de bouteilles. Parce que la consigne commence à se développer, se structure d'un point de vue national et régional. Et là, on a 2 acteurs qui sont importants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui investissent dans une machine. Il faut savoir que dans la consigne, et notamment la consigne du verre, le lavage, il est juste essentiel, quoi. Et si en plus on remet ça du point de vue qualitatif bière, pardon, tu imagines bien qu'une bouteille mal lavée, ça peut amener une contamination et donc un produit imbuvable ou en tout cas avec des problèmes. Donc le lavage, c'est essentiel. Et là, on a donc 2 coopératives qui se regroupent sur un même site avec une nouvelle machine qui sera inaugurée en janvier 2023. Ok. Voilà. Et est-ce que tu sais avec qui ils pourraient traiter? Est-ce que c'est des magasins bio? Est-ce que c'est de la GMS? Est-ce que c'est des cavistes? Alors ils ont tous les 3 déjà un réseau assez implanté, notamment, alors c'est plutôt magasins bio, notamment t'as des Biocoop, des bio-villages, je crois aussi, quelques indépendants, des cavistes, et ils travaillent notamment avec des brasseries comme Ninkasi, des brasseries qui sont locales, quoi. Ok. Donc c'est un projet qui est d'envergure. Je sais que ça se développe partout en France. Et que les brasseries, alors il n'y a pas que des brasseries aussi, il y a des producteurs de jus de fruits notamment. Certains vignerons aussi qui s'impliquent dans la consigne, et je pense que c'est un sujet sur lequel on va parler et qui rentre vraiment dans la démarche justement circuit court, réemploi et donc empreinte carbone et énergétique moins importante, quoi. Et ça peut aussi être avec l'augmentation des matières premières et notamment des bouteilles en verre, ça peut être un compromis intéressant si on veut réutiliser, quoi. Voilà. Après, Ouais, c'est sûr. il y a quand même des contraintes techniques. Là, on parle du lavage, mais il faut aussi penser que la bouteille, elle se fragilise à force de passer dans ces machines-là. Donc, il y a aussi un enjeu au niveau de la bouteille qui est non négligeable. Donc, voilà. C'est pas encore parfait, mais en tout cas, il y a un gros travail qui est fait là-dessus et je trouve ça très intéressant. Et pour moi, en termes de rebranding, il y a aussi quelque chose d'intéressant. C'est si jamais vous êtes en plein repositionnement, en plein rebranding, etc., peut-être que vous pensez, vous posez la question, en fait, qu'est-ce que vous faites en termes de forme de bouteille, de modèle, etc. Peut-être qu'il faut aussi se rapprocher des magasins bio ou de ce genre euh, d'action pour savoir en fait est-ce que ça fait sens d'avoir vraiment un moule hors norme pour être singulier et original et se démarquer sur les étalages, parce qu'au final avoir un moule c'est cher, ça peut marcher pour les ventes, mais si jamais derrière on peut pas l'utiliser pour la consigne, parce qu'avec la consigne souvent les machines c'est des packaging uniformes, hein, c'est des bouteilles standards. Voilà, peut-être que c'est un mal pour un bien pour un mal, je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il faudrait parler à ce genre de structure pour savoir si ça fait sens dans votre prochain rebranding de changer de moule de bouteille. Et également tout ce qui est colle pour les étiquettes. Il y a certains types d'étiquettes, certains matériaux d'étiquettes qui ont besoin de beaucoup plus de colle que d'autres. Et qui dit colle dit beaucoup de lavage, dur à enlever, etc. Donc pas bien en termes d'énergie. Donc voilà, si vous êtes une entreprise qui base tout sur le côté green, peut-être que ça fait sens d'avoir soit moins de choses à coller sur l'étiquette, donc des plus petites étiquettes, soit une colle moins forte, etc. Donc, Ouais.
Ouais, il y a une problématique technique donc de format de bouteille et d'étiquette qui doit être hydrosoluble. Même ton papier, en fait, s'il est verni, par exemple, ou s'il est légèrement plastifié, il s'enlèvera jamais, ou en tout cas, il va gêner le lavage, parce qu'après, ça fait des paquets et machin. Donc, il faut vraiment un papier spécifique et une colle qui se détache à l'eau chaude. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est des questions importantes quand tu veux passer à la consigne, c'est pas négligeable, Mm, parce que ça peut te changer en effet toute ton identité, ton branding de ta bouteille, quoi. c'est sûr. Donc ça se réfléchit quand même pas mal en amont. Tu as raison. Voilà pour Place l'actu. au sujet du jour. Alors, on va parler de Noël. Ouh. On imagine le petit cerf là qui passe. Non, c'est pas Ouais, vrai. Enfin bref. avec les cadeaux, le Père Noël, Eh etc. oui, Et avec les pourquoi on parle de cadeaux. Noël en octobre là? Ah, en octobre, fin octobre, début novembre, pourquoi on parle de Noël? Parce que c'est maintenant qu'il faut justement. Alors, les brasseries ont déjà brassé leur bière de Noël ou leur bière d'hiver, mais par contre, les revendeurs commencent leur commande maintenant. Parce que pour certains cavistes, pour certains vendeurs, en fait, Noël, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires. Hein. Je sais que pour tout ce qui est, on va dire, magasin urbain, c'est une grosse manne. Et donc, c'est une période à pas louper. Hein. Donc, on fait les stocks au plus tôt. On essaye de choper les bières au plus tôt. Et puis, il faut penser aussi packaging. Les packaging de Noël sont super importants, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait un packaging de Noël? Et déjà, est-ce que toi, tu as un peu plus d'historique sur d'où viennent les bières de Noël ou pourquoi ça s'appelle comme ça Alors, les bières de Noël, historiquement, si tu veux, c'était un peu la bière fourre-tout. C'est pour ça que quand tu vas piocher sur des bières de Noël belges, elles vont être assez foncées, logiquement, très épicées. En fait, en gros, on n'avait pas les mêmes possibilités de stockage qu'aujourd'hui. Hein, donc, on n'avait pas des silos, on n'avait pas on avait des lieux qui peuvent être humides, on n'avait pas des sacs individuels, si tu veux, de 25 kilos, bien fermés, bien scellés. Donc, arrivé à la fin de l'année, il fallait faire un petit peu du propre et du neuf enfin, c'est même pas la fin de l'année d'ailleurs, parce qu'on l'a brassé justement en fin d'été. Ouais. Il fallait faire de la place pour la nouvelle récolte, en fait. Et donc, il fallait vider un peu tout ce qui traînait, quoi. Et pourquoi les épices? Pour cacher d'éventuels faux goûts, en fait. Donc, ça donnait souvent des bières assez riches, assez sucrées aussi. Et puis, elles n'étaient pas forcément vendues. Elles étaient surtout offertes en étrenne aux employés et puis aux clients. Voilà. Et en Ok. fait, cette tradition est devenue lucrative au fur et à mesure des années. Et puis, c'est surtout qu'on a commencé vraiment à maîtriser le stockage des grains. On a commencé à avoir des solutions techniques pour garder les céréales beaucoup plus longtemps. Et donc là, l'idée de vider les silos, enfin les silos ou en tout cas les contenants de céréales ne se justifiait plus. Mais on a continué cette tradition de la bière de Noël. Qui donc est particulièrement épicée, foncée, en tout cas dans la tradition, on va dire, belge. Maintenant, en fait, tu vas en trouver de tous les styles, quoi. Ok. Oui, tu peux avoir des IPA maintenant, tu peux avoir. C'est juste, Voilà, tu changes l'étiquette et tu rajoutes une épice, c'est ça l'idée pour certaines c'est brasseries? ça, tu peux. Alors pour certaines brasseries, c'est ça. Pour d'autres, c'est tu fais une bière éphémère en mode Noël. Bon, alors idéalement, il faudrait qu'elle ait quand même une spécificité un peu Noël, tu vois. C'est sûr que c'est pour faire un DDH à épier et que ça change pas des autres, ça sert à rien, tu vois. Faut quand même qu'elle se démarque. Mais aujourd'hui, tu peux trouver des blanches de Noël. Voilà, tu peux trouver. Enfin, on se limite pas dans la bière, c'est ça qui est bien. On est super créatif. Mais voilà. Et Donc du coup, on il y a dit un petit peu de Noël, mais tout. à partir de quand c'est Noël? Parce que pour les ventes, il faut bien se dire que les gens vont faire leurs courses de Noël un mois, 2 mois avant, quasi. Donc, Alors tu vas rigoler. En fait, les gens font leurs courses de Noël 2 semaines avant. On croit qu'ils se mettent en avance, mais en enfin, les fait, la plupart magasins du mettent ça en temps, non. avance juste après Halloween, Nous, mais voilà. C'est ça. Nous, juste après Halloween, on est au taquet, on commence à décorer les magasins, on commence à exposer les bières. En gros, de toute façon, tu vois bien, hein, tu reçois tes catalogues de cadeaux au mois de septembre maintenant.
tu vois. Donc au mois de septembre, t'as déjà les gamins qui sont tout foufou. Ah, c'est bientôt Noël. Non, en fait, c'est d'abord la rentrée scolaire. Tu vois. Donc ouais, dans les magasins, c'est plutôt fin octobre, début novembre. Ouais, c'est ça, juste après Halloween, pour préparer les gens. Le mois de novembre est souvent un mois qui est un peu triste parce que les gens sortent moins. Souvent, justement, plus ou moins consciemment, ils vont faire des économies pour pouvoir dépenser à Noël. Et puis, alors, en ce qui concerne spécifiquement la bière, c'est que c'est souvent des cadeaux de complément. C'est-à-dire que c'est pas des cadeaux de grosse valeur, on va dire, tu vois. Et c'est plus des cadeaux qu'on pourrait mettre dans la catégorie gastronomie, si tu veux. Mm. Donc c'est des cadeaux de complément. C'est le petit cadeau au tonton qui accueille le dîner de famille cette année. C'est le petit cadeau au cousin que t'as pas vu depuis longtemps. C'est Et le donc tu cadeau vas faire facile, mais quoi? qui fait toujours plaisir au final. C'est ça, c'est ça. C'est le truc où tu t'es de l'air à la découverte. Tu peux, si tu connais, dire regarde, cette brasserie, je l'aime bien, je la connais, c'est cool. Je te fais goûter, je te fais découvrir. Il y a un côté transmission qui est pas mal. Et après, c'est des cadeaux qui sont pas très chers. Mm. Tu vois, donc c'est ce qui fait que c'est souvent des cadeaux de compliments. Donc c'est des cadeaux qui sont faits, un mois, 3 semaines avant la date, quoi. Tu te retrouves les samedis avant Noël à devoir embaucher du monde en rap parce que, alors déjà les emballages, ça prend du temps. Donc on parlera emballage justement. Et puis parce que tout le monde vient au même moment, quoi. Et en termes de naming, moi j'ai vu pas mal de gens qui ne mettaient plus bière de Noël sur leur bière, qui mettaient bière d'hiver, parce qu'ils considéraient qu'au final, bière de Noël, c'était que aux alentours entre le 25, 24 et 31, et que si on marketait bière d'hiver, potentiellement, dans l'inconscient des gens, eh ben, c'était une bière qui pouvait se boire dès le 1er décembre, ou voilà, durant toute cette période-là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as des nuances à apporter à ça? Alors moi j'ai tendance à recommander aussi de dire bière d'hiver, notamment en France, parce que justement une fois le premier, enfin même le 26 décembre, en fait on passe déjà au Nouvel An et Noël elle n'existe plus, tu vois. Et souvent dans les magasins on va se retrouver avec des bières de Noël qu'on ne vend plus, parce que pour les gens c'est déjà plus Noël, tu vois. Mm. On n'est pas, et je vais faire un parallèle entre la bière de Noël belge qui est traditionnelle, qui est comme quelque chose qu'on va mettre même 3 mois avant sur la table éventuellement, tu vois, voire 3 mois après. C'est un peu comme la bière de mars en Allemagne. La bière de mars, on la consomme pas qu'en mars, tu vois. En France, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que nous, la bière de Noël, c'est Noël. La bière de mars, c'est en mars. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux parler de saison. C'est, je pense, plus pour écouler les stocks, certainement plus intéressant. Et donc parler de bière d'hiver et bière de printemps, pour moi, se justifie plus que de parler de bière de Noël ou de bière de mars, tu vois. D'accord. Et j'avais lu aussi, je Donc, crois, sur Saveur Bière, qu'il disait sur un article que la bière de Noël fait partie des bières d'hiver et pas l'inverse. Donc en fait, dans les bières d'hiver, on avait tout ce qui était stout, porter, et des bières un peu plus lourdes pour se conforter pendant la saison froide. Et la bière de Noël faisait partie de ces bières d'hiver. Mais que voilà, il y avait une dissociation et que pour eux, bière de Noël, c'était pas bière d'hiver, forcément. ouais, c'est une sous-catégorie d'une certaine façon. En effet, ça va être des bières qui vont être un peu plus riches, fortes en alcool, plus des bières de dégustation. Moi, j'imagine toujours un feu dans la cheminée et puis siroter mon petit barley wine ou ma petite imperial stout avec peut-être un peu d'écorce d'orange ou de choses comme ça. Donc oui, c'est comme une sous-catégorie. Moi, ce que je sais, c'est que souvent les brasseries, elles vont faire leurs bières d'hiver. Alors, ça dépend si elles sont en ISO ou en Atmo, mais elles vont les faire en septembre ou plus tard, tu vois, voire même des fois fin août. Mm. Elles les auront vendues à Noël, enfin avant Noël, tu vois. Ça, c'est pas le souci, hein. C'est souvent pas des grosses quantités. Le problème, c'est le revendeur au final qui se retrouve avec, quoi. Du coup, ce qui peut être intéressant comme ça sur ces fins d'année, sur Noël, c'est justement de proposer des variety packs. Si tu veux, Mhm. un petit assortiment découverte où tu vas avoir, oui, cette bière de Noël ou cette bière d'hiver, peu importe comment tu l'appelles. Et puis tu vas pouvoir proposer aussi d'autres bières de ta gamme. Et quand c'est emballé, quand c'est bien emballé, souvent, pour le caviste par exemple, c'est un cadeau tout prêt, quoi. Tu vois. Et c'est vrai que parfois ça manque un peu, ces petits packs de 6, ces petits emballages personnalisés qui rajoutent quand même un petit quelque chose et qui permet justement de vendre non plus une bouteille d'une brasserie, mais plusieurs d'un coup, quoi.
Ouais, mais les variety packs, on les connaît, enfin, on va dire que les consommateurs lambda les connaissent en grande distribution, les packs de Pelfort, les packs d'Heineken et compagnie. Mais est-ce qu'on peut redéfinir peut-être le variety pack de ton côté? Alors justement, oui, les packs dont tu parles, qui sont Heineken et Pelfort, c'est des packs, on va dire, plus presque promo où bah, tu as 12 bouteilles, mais c'est la même bière en fait. Les Ouais, variety packs ou les packs découvertes ou les coffrets, on parle beaucoup de coffrets, coffrets découvertes, l'idée c'est d'avoir, si c'est un de 6, c'est d'avoir 6 bières découvertes différentes. ok. Tu vois. Alors moi, personnellement, je préfère les emballages complets, c'est-à-dire les emballages avec fenêtre où en fait finalement bah, toutes les bouteilles sont emballées. Parce qu'on Mhm. voit beaucoup dans les petites brasseries ou les brasseries craft, des fois ce qu'on appelle les baguettes. Je ne sais même pas si ça s'appelle vraiment comme ça, tu sais, où ça prend juste le dessus de la capsule. Et en Ouais. fait, ça, c'est pas très joli. Moi, je suis jamais très à l'aise pour les transporter, ces trucs-là, parce que je trouve que Mm. ça manque de solidité. Et c'est vrai que je préfère beaucoup mieux, tu sais, les emballages quasi complets avec une petite fenêtre et une petite poignée. C'est plus fini, alors ça fait de la matière en plus, c'est sûr, C'est sûr. mais, Mais c'est plus joli. c'est plus joli, ça fait Et plus plus fini. préhensile aussi. Voilà, et puis en plus, bah, tu as quand même pas mal de surface à remplir si tu veux. Tu peux à la fois parler, bon, on est sur de la craft, on n'est pas sur de l'indus où eux, ils optimisent tout, mais tu peux parler d'un côté de ta brasserie, de l'autre côté, tu peux mettre les liens vers tes réseaux, tes sites internet, tu peux faire un petit titre genre découverte, prestige, si des fois c'est des bouteilles qui sont un peu plus, enfin des biens un peu plus travaillés, enfin tu peux vraiment t'amuser Ouais, tu mets tout sur un ton visuel storytelling et ton sympa. branding dessus. Et pour le coup, que ça soit des sous-marques aussi, tu peux potentiellement mettre ta marque mère au niveau de la anse. Et puis après, tout l'espace pour la sous-marque en dessous avec une nouvelle identité. Mais en tout cas, il y a de Mm. la place pour présenter chaque produit différent. Et on en vient du coup potentiellement au calendrier de l'Avent Bah, finalement, le calendrier de l'Avent, c'est le variety pack par excellence. Bon, pour Noël. ce qui, pour Noël, ouais. Ce qui peut être délicat pour une brasserie, c'est d'avoir 24 bières différentes. Tu vois, c'est pas Ouais. toujours évident. Parfois, il y en a qui arrivent sans problème, d'autres non. Mais tu peux les Alors moi, je l'ai vu doubler à la côté caviste, limite. ça. Je l'ai pas vraiment vu côté brasserie. Est-ce que c'est un truc de brasserie ou un truc de caviste, le Alors, calendrier de certains le l'Avent? proposent, certaines brasseries le proposent. Je connais certaines brasseries craft françaises qui le proposent, qui parfois même gardent des bières exprès pour la fin de l'année. Tu vois, en se Hmm. disant, tiens, celle-là, je sais qu'elle va bien garder, donc bah, je me la garde pour le calendrier de l'Avent. Donc, certaines brasseries le font. Après, c'est vrai que c'est un peu la spécialité du caviste. Parce que lui, il va pouvoir proposer plusieurs marques, plusieurs types de bières, voire, tu vois, vraiment une complètement différente, que ce soit dans le style, dans le degré d'alcool. Et c'est vrai que ça, les clients, souvent, ils aiment bien, quoi. Je Ouais. sais que les calendriers de l'Avent, ça a maintenant 5-6 ans, peut-être 7 ans. Moi, je me souviens avoir eu l'idée il y a longtemps, mais la faisabilité était compliquée parce que rien que faire le carton, tu vois, parce que ça n'existait pas, c'était pas vendu comme aujourd'hui, on trouve chez Ouais, il Cap doit être fat Servite. et très lourd, hein. Et c'est très compliqué parce que, alors, si tu passes pas par de la vente en ligne, tu as besoin d'un carton qui est pas en simple cannelure, ça suffit. Par contre, il faut tous les croisillons dedans. Et il faut le découpage du rond pour pouvoir ouvrir juste la case qui t'intéresse. Donc, Hmm. comme ça, une fois que c'est fait, ça a l'air tout bête, mais en vrai, comment on appelle ça, des patrons, un peu comme dans la couture, c'est pas comme ça qu'on dit d'ailleurs, mais des Ouais, plaques, en des fait, de gabarits, des patrons, découpage, ouais. Hmm. des gabarits, et puis après, il faut réfléchir à la meilleure mise en œuvre, si c'est livré à plat, par exemple, ce qui prend le moins de place, il faut que ça tienne sur une palette, enfin, t'imagines le délire. Et j'avais fait ça avec Alteno Étiquette, avec Martha. Et on avait fait, si tu veux, un design, enfin elle avait fait avec ses équipes un design complet d'un calendrier de l'Avent. Et puis derrière, elle me dit, bah ouais, mais il faut que tu m'en prennes 500. Et je fais, what? 500, je ne Ouais. vendrai pas 500 calendriers de l'Avent. Ça démarrait tout juste, donc c'était encore un peu confidentiel. Il n'y avait pas eu des Ok. pubs dans le métro. Et donc, en fait, j'ai proposé à mes collègues cavistes parisiens qu'on gère le truc ensemble. C'est-à-dire, je leur ai revendu en fait des calendriers à prix coûtant, hein. Moi, je m'en foutais de faire de la marge. Ce que j'avais pas calculé, si tu veux, c'est que c'est arrivé en deux palettes différentes. C'est-à-dire, d'un côté, j'avais l'emballage, le carton en lui-même, et de l'autre côté, j'avais tous Ok. les croisillons. Et Donc tu j'ai devais passé faire la le truc toi-même. journée.
Ouais, sur le trottoir, dans le premier arrondissement, tu sais, à machiner les trucs pour que quand les collègues venaient les chercher, bah, ils aient tout en même temps. Et en fait, j'ai dit, je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas refait deux fois. Bah, en termes Donc de maintenant, tu as praticité, des... c'est mieux en 33, en canette de 33, quoi. C'est le must. En termes Ah de oui, bah, de lourdeur, de toute compression. façon, ils font tous... T'imagines 24 bouteilles de 75 à une à Ah boire ouais. tous les soirs? Ça peut être un peu, Alors tu vois, justement, un comment on peu chaud. déguste un calendrier de l'Avent? Comment tu le présentes? Comment tu le dégustes? Est-ce qu'au final, il ressemble à juste un carton, posé, dans ta cuisine, une fois que tu l'as reçu ou que tu l'as acheté? Enfin, comment utiliser ça, en goodies premium, au final? Alors souvent, ce que les gens font, bah, ils le mettent, alors c'est souvent bien emballé. Alors soit t'achètes des tout faits justement en petite quantité, soit tu les as fait à ton design, à ta couleur, à ton branding. Donc c'est intéressant, ça peut vraiment faire un bel objet. Et en fait, Mmh. les gens, la façon dont ils l'utilisent, c'est que c'est pas compliqué, c'est qu'ils vont prendre la bouteille le matin, la mettre au frais et la déguster le soir. OK. Ça va. Il y en a d'autres qui vont attendre 2-3 jours parce que boire une bière tous les jours, bah, ça fait un peu, tu vois, c'est pas trop leur truc. Donc ils vont attendre le week-end souvent, tu vois. Ils vont se les mettre au frigo au fur et à mesure, vont regarder, vont être contents, puis ils vont attendre le week-end pour les goûter. Souvent c'est comme ça qu'ils font. Et donc tu as le carton qui est là posé dans ta cuisine un peu tous les jours, donc c'est plutôt pas mal. Et moi, je trouve ça intéressant parce que bon, c'est le côté calendrier de l'Avent pour adultes, quoi. Tu vois, on est toujours, Ouais. quand on est petit, on est très content d'un calendrier de l'Avent, ça nous fait patienter jusqu'à Noël. Là, bon, quand t'es adulte, t'es moins dans l'impatience de Noël. Par contre, t'es content de te dire, bah, moi, tous les jours, j'ai aussi mon petit cadeau. Et c'est vrai que C'est pour ça, sûr. ça marche bien. Ça marche aussi, par exemple, pour les... Je sais que certains l'ont proposé pour des anniversaires, tu vois. Genre, j'ai eu une demande une fois pour un anniversaire en disant, bah voilà, dans 24 jours, c'est son anniversaire. Donc, on s'est dit, bah tiens, on va lui faire 24 jours avant. Je trouvais ça original. OK. Tu vois, il y a plus... C'est pas... la fête des pères aussi, c'était ça. Attends, qu'est-ce qu'il y Mmh. avait? Enfin, je sais qu'il y a des gens qui les ont utilisés aussi dans d'autres situations. On Donc c'est le pourrait variety pack à la imaginer, sauce, occasionnelle, quoi, saisonnière ou, au par final, on en revient exemple, à ça, quoi. ouais, 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 c'est un peu ça. Par contre, ça permet de montrer vraiment tout l'éventail des styles de bière que tu es capable de faire ou de vendre, tu vois. C'est ça qui est pas Mmh. mal. Puis ça va avec le côté 12-24, enfin, au final, le calendrier de l'Avent, ça s'y prête, hyper bien, quoi. Il y a 24 jours avant Noël, heu, c'est des packs de 12 ou de 24, enfin, c'est un multiple, donc ça fait sens, aussi. Et est-ce que tu Ouais. conseilles aux brasseurs de le faire? Est-ce que toi, en termes de vente, c'était quelque chose qui marchait, de mieux en mieux? Est-ce que c'est juste additionnel? Alors moi, ça avait plutôt bien pris quand même, parce que j'avais des demandes, j'avais des précommandes même, parce que moi je Mmh. faisais des calendriers de l'Avent sur mesure. C'est-à-dire que j'avais, 3 offres. J'avais une offre, découverte avec des bières relativement simples. J'avais une offre, médium si tu veux, et puis j'avais une offre bière geek. Alors forcément les prix allaient, plus ou moins, crescendo et puis derrière je demandais: «Beh, qu'est-ce que c'est quoi votre style de bière préféré?» J'arrivais en fait à faire vraiment des calendriers sur mesure. Donc les gens étaient contents. J'avais fait pas mal de précommandes. J'en ai vendu jusqu'à Noël. C'est-à-dire que parfois, ces calendriers de l'Avent, ils finissent sous le sapin aussi, qui est assez rigolo, sous forme de cadeau. C'est plus le principe du calendrier de l'Avent, mais ça fait quand même. Donc, non, non, ça a Mmh. bien pris. C'est pas une vente additionnelle en fait. Ça te fait ton chiffre d'octobre, début novembre, hein. Ça a l'air con, mais comme je disais tout Ouais. à l'heure, c'est que novembre, c'est un mois un peu tristoun. C'est pas le meilleur mois de l'année. Et donc, ce genre de produit-là, bah, ça peut te faire 24 bouteilles. Tu fais, alors, ça se vend entre, pour les moins chers, c'est de 60 euros, mais c'est vraiment pas cher. Ça peut monter jusqu'à 100-120 € pour les plus premium, quoi. Ben, t'imagines, t'en vends 20. Moi, je les vends d'à peu près 80 €, tu vois, en moyenne. OK. T'en vends ne serait-ce qu'une vingtaine, t'es plutôt pas mal, quoi. Tu vois, t'as fait, c'est comme un beau samedi. Et en termes de Donc parcours ça compte, quoi. dégustation, est-ce que c'est au feeling? Est-ce que c'est juste une bière, de dégustation ou de sélection, d'un jour après l'autre? Est-ce qu'il y a est-ce que ça va crescendo? Qu'est-ce qu'il y a le 24? Alors, tu peux te prendre la tête en te disant: «Bon, c'est le début de la semaine, je vais mettre une légère, c'est la fin de la semaine, je vais mettre une forte». Alors à Noël, tu es obligé d'en mettre une assez exceptionnelle. Le but, c'est ça, c'est quand même de marquer le coup, pour le Mais c'est pas 24. forcément une bière de Noël? Non, pas forcément. OK. Le C'est 24 au un bon soir, non? produit.
Ouais. Ok. C'est un beau produit. Moi, je mettais pas forcément une bière de Noël parce que après, ça dépend des styles, mais c'est pas forcément mon style préféré. Donc, quand tu vois, souvent mais je mettais une petite bière d'exception, une bière vieillie en barrique, tu vois, souvent. Hmm. Euh, donc, ça, j'aimais bien. Je trouvais que ça marquait le coup. Puis, quand tu connais pas, ça te fait une belle découverte. Ouais. Et puis, c'est vrai quand même, c'est mon côté un peu. J'avais tendance à mettre une plus forte le week-end. En me disant les gens se détendent, bossent pas, ils peuvent boire un peu Donc plus, on va quoi. dire que le crescendo du palais se fait par semaine, quoi, sur 4 semaines. De la moins forte à Ouais, la on va plus dire. forte de lundi à vendredi Oui. ou samedi. Oui, Puis, après, je t'avouerai quand même que parfois, quand on en avait beaucoup à remplir sur un temps réduit, en fait, on regardait même pas les numéros, on mettait la hmm. 24 spécifique et les autres, c'était un peu au pif parce qu'il fallait aller vite, quoi. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc, Et en non, termes, après, si on pourrait faire un spécial dégustation, tu sais, mais faudrait voir. Ouais. C'est une idée. et en termes d'économie d'échelle, tu parlais de patron de gabarit tout à l'heure et qu'il faut potentiellement en prendre beaucoup d'un coup, soit pour les cavistes, soit pour les brasseurs, brasseries. Euh, Est-ce qu'au final, ce serait pas conseillé de créer un beau visuel de carton, hein, normal, mais pas forcément le brander avec une année particulière ou avec, enfin, au final, qui soit réutilisable soit pour le Noël suivant, soit même pour différentes occasions box différentes. Donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt le brander avec sa propre image de marque et que ce soit joli juste visuellement à acheter et à recevoir, plutôt que forcément mettre du hou, des cerfs, des rennes et compagnie, euh, Ce qui peut pour être pallier à l'économie d'échelle un peu dépassé. Alors moi, ce que je et un peu conseille, dépassé. c'est quand même, ouais, c'est quand même de faire un design spécifique. Quitte à, de toute façon, souvent, t'as pas le choix, tu es obligé de prendre des quantités qui sont assez conséquentes quand c'est ton modèle à toi et ton impression personnelle. Soit tu les gardes pour l'année suivante, ce qui est possible. Hmm. Soit en effet, tu fais un design un petit peu, on va dire, passe-partout qui pourrait être utilisé toute l'année et puis tu viens rajouter un petit sticker spécial. Euh, Moi, je sais qu'on avait fait des cartons pour de l'envoi, en fait, de la livraison en camion, où bah, tes cartons sont quand même assez malmenés et un calendrier de l'Avent avec le côté, euh, tu sais, avec les petites cases au-dessus, ont tendance à être un peu fragiles. Et c'est vrai qu'on avait fait Ouais. un genre de sur-carton. Donc c'est vrai que tu peux imaginer un sur-carton un peu neutre et puis ton calendrier de l'Avent dedans à tes couleurs, quoi. Euh, Hmm. c'est sûr que c'est mieux. Moi, je conseille de faire quand même de le personnaliser Noël un peu, bon, sans que ce soit trop kitsch, quoi. Et puis de le garder pour l'année d'après. Ça peut être pas mal. Ou alors, tu peux envisager, et ça peut être pas mal parce que certaines brasseries, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas forcément 24 bières différentes à proposer. Tu peux le faire à plusieurs. Ouais. Tu vois, ça peut être un bon compromis de le faire à plusieurs brasseries dans ta région en disant ben, on va vendre ça sur des marchés, on va vendre ça chez nos clients en commun ou même chez d'autres. Et ça peut être un bon deal où tu te mets, comme tu l'as dit, hein, c'est un multiple, tu fais 4 x 3 ou 3 brasseries. Tu vois, ça va vite. Et ça peut Ouais. faire, c'est un variety de variety limite, tu vois. Ouais, bah c'est un Variety Collab Pack, mais ça fait sens C'est avec ça. ce côté collab qui est de plus en plus effervescent dans le monde brassicole. Et au final, on se partage son propre réseau de clients et potentiellement, tout basé sur une seule brasserie, c'est aussi compliqué pour un client potentiel qui serait pas forcément adepte d'une brasserie ou d'une autre. Donc se dire qu'il y a plusieurs experts bières différents qui ont travaillé sur un variety pack de Noël, c'est plutôt cool, hein. Bah, ça te donne de la diversité. Après, moi, ce que je vois quand même dans les consommateurs, c'est qu'il y en a certains qui sont très, très fidèles à leur marque. Notamment tout ce Hmm. qui est ancrage local. Tu remarques que, en fait, les gens qui sont proches d'une brasserie et qui aiment la bière, évidemment, sont souvent très, très fans de cette brasserie parce que c'est leur territoire, c'est chez eux que cette bière, elle est faite, hein, ou à quelques kilomètres. Ouais. Donc, ils sont souvent très, très identitaires, on va dire, là-dessus. Donc, ça les dérange pas forcément de prendre un calendrier de l'Avent ou un variety pack sur une seule brasserie. Après, c'est sûr que bah,
quand tu te mets à plusieurs, ça montre la variété, quoi. C'est plus riche, on va dire, même si aujourd'hui, quand on voit le nombre de recettes de bière que tu peux faire et que tu peux mettre dans tes gammes, bah, ça reste riche. Donc après, ça dépend du positionnement. L'avantage d'être Acte 3, c'est que tu vas tout simplement vendre plus de calendriers. Parce que tu vas multiplier potentiellement, un peu de choses près, par 3 aussi ta clientèle, tu vois. Et C'est au-delà ça des qui fait la calendriers, est-ce que toi, tu as vu d'autres goodies de Noël ou hivernales, peut-être? Alors moi, ce que j'ai remarqué aussi sur ces fêtes de fin d'année, c'est que les gens aiment bien, en plus d'avoir une bouteille, d'avoir un petit verre avec. Ça fait un petit peu le... Tu sais, je pense toujours au panier à la belge, tu sais, comme les paniers garnis. Et Mhm. j'avoue, moi, en avoir fait un peu, en fait, j'ai acheté des paniers vides, je mettais un petit peu de paille, ouais, de la paille, ou en tout cas de l'emballage, tu sais, dans le fond, je foutais les bouteilles dessus. Ouais. Je vendais à l'époque des petits gâteaux en mode un peu épicerie, de ces gâteaux apéro, je mettais ça avec. Tu mets, et tu rajoutes un décapsuleur, un verre. Franchement, les gens trouvent ça super et ça partait en masse. Après, c'est de l'organisation parce que tu dois réemballer tes paniers dans du papier de soie, de machin. Enfin, c'est un peu chiant à faire. Ouais, Je c'est me do it souviens, yourself, mais ça part potentiellement bien avec moi, je me un petit souviens, côté j'avais briefé craft. mes gars pour leur expliquer comment on faisait les paniers pour que ce soit joli et que ça donne envie, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que on en faisait parfois jusqu'à, même en semaine, 15, 20. Je crois que le maxi qu'on a fait, ça doit être 60 paniers sur une journée. Donc pour te dire que ça, sur un magasin, pour te dire que ça tournait quand même pas mal. C'est chiant à faire, mais ça marche. Et c'est vrai que le petit verre en plus, euh, Mhm. en fait, c'est comme si tu offrais le kit parfait du dégustateur, quoi. Ouais, Tu mets c'est un ça. décapsuleur, un verre, puis les bouteilles qui vont bien. C'est un cadeau où tu as besoin de rien rajouter, en fait. Tu l'offres, tu dis, bah voilà, tu as tout ce qu'il faut, tu peux partir n'importe où, tu as ton décapsuleur, ton verre, ta bière. Bon, elle est pas fraîche. Mais bon. C'est le truc qui Et manque. ça fait un beau cadeau bien fini, quoi. Donc, il faut bien penser à ces petits goodies en plus. Il ne faut pas hésiter non plus à faire preuve d'originalité. C'est-à-dire que bon, les décapsuleurs, on connaît, les verres, on connaît, mais il y a certainement plein d'autres idées à développer là-dessus pour se faire remarquer. Pareil, les sous-box, c'est du déjà vu. Tu vois, moi je vois souvent Fauve sur les festivals qui cartonnent et qui arrivent en fait tu vois, à arriver à être visible dans le public. C'est-à-dire qu'en fait, ils offrent des casquettes à visière. Là. Je sais pas si tu te souviens de ces casquettes un Ouais, peu, un peu casquettes de 80 golf, rétro. genre, tu vois, des 80, Ouais. avec des visières très flashy. Et en fait, ils les offrent et les gens sont tellement contents de les avoir dans les festoches qu'ils les gardent. Et donc, en fait, tu as l'impression d'avoir des ambassadeurs fauves dans le public qui se baladent Mhm. un peu partout. Et franchement, leur concept, il est... Alors, à offrir ça, une casquette à visière comme ça, c'est même un bandeau à visière d'ailleurs, je Ok. suis pas sûre. Mais trouver des idées originales, je pense que ça permet de se En fait, faut démarquer et juste ça peut ne vraiment plus faire la penser à la différence. bière en tant que telle. Et faut se dire, bon, bah, ils ont besoin de quoi les gens en décembre ou avant Noël ou pendant que le temps se rafraîchit, etc. Donc, ouais, peut y avoir des plaids, des choses. Il faut penser à sa marque comme étant une marque un peu lifestyle au final. Et, euh, et Ouais, on pas peut le forcément mettre penser son comme ça, logo ouais. partout, peut-être mettre une phrase qui pourrait faire penser à ta brasserie, mais pas forcément le logo de la brasserie parce que c'est un peu beauf enfin, de porter fièrement le logo de la brasserie de quelqu'un d'autre. Ouais, je trouve que c'est un petit peu vieillot dans l'idée. Donc, je pense qu'il faut juste jouer sur ce dont la personne va se souvenir quand elle fait son achat. Quand tu fais Mm. un achat et que tu achètes un vêtement à un endroit, tu vas te rappeler où tu l'as acheté ou pour quelle occasion tu l'as acheté. Donc c'est pas, il faut pas forcément mettre le t-shirt ou le plaid ou le pull de Noël à l'effigie de ta marque, juste qu'il soit beau et qu'il soit acheté, c'est déjà ça. Et en plus, tu pourras potentiellement fédérer plus de gens si c'est subtilement marketé. Et le mec dira: «Ah, t'as eu où ton pull?» «Ah, bah, c'est une brasserie qui l'a faite et tout. Ah, c'est drôle, ils ont pas mis leur logo.» «Non, mais le pull est cool et je le porte tous les jours.» Et au final, t'y penses, t'y penses, t'y penses. Donc, je pense qu'en 2022, il y a d'autres manières de brander sa marque que forcément mettre ton logo au Ouais. milieu du t-shirt parce que c'est ta brasserie.
Ça me fait penser, alors ça me fait marrer parce que tu dis, parce que l'hiver dernier, donc j'ai reçu un super pull de Noël de la part d'une brasserie américaine qui fait que du sans alcool. Ouais. Et tu dis, faut faire un bel objet. Bon, là, c'était clairement le pull de Noël très très kitsch. Ça Mhm. n'empêche que je l'ai mis en fait. Et alors, tu as complètement raison, parce qu'il il y a la marque, il y a la brasserie sur le pull, mais vraiment discrètement en bas. Ouais. Et alors, c'est pas facile en même temps de réussir à retenir l'attention sans mettre son logo en gros. Je trouve, il faut vraiment être fin dans l'approche. Et tu disais, il faut pas être kitsch, mais regarde, Fauve, finalement, bah, c'est du kitsch qui les fait remarquer. C'est-à-dire que Je c'est disais pas bandeau à forcément épicière, tu kitsch vois. parce que c'était plus le côté old school tradi où peu importe la beauté de ton logo, il sera floqué en gros sur le devant ou sur le derrière de ton t-shirt. C'est juste Mm. ça. Alors si Oui, ton c'est logo est vrai que c'est... magnifique, c'est génial. Mm. Mais Mais s'il est bon. moins beau, ou s'il T'es- vieillit, et si as prévu de le changer dans un an, bah, tout ça, ce sera un peu obsolète. Ouais. Hmm. Mais c'est très juste ce que tu dis, puisque je crois que moi, dans les t-shirts de brasserie que je mets, parce que j'en ai plein, j'ai une collection complète de t-shirts. C'est vrai que les t-shirts avec juste le logo ici au niveau de la poitrine, ben, je les mets quasiment pas. Par contre, tu vois, j'ai un super t-shirt Bendorf où il y a tout un design devant avec tout un travail sur les houblons, enfin tout, comme une petite scène un peu de brassage, tu vois. Celui-là, je le Hmm. mets volontiers parce qu'il est beau. Et il y en a un autre que je mets beaucoup aussi, c'est Trou du Diable, parce que c'est une étiquette de leur bière, mais tu sais, sur bon, déjà un t-shirt de qualité aussi, bien taillé. Ouais. Et puis c'est pareil, le Trou du Diable, il arrive tout en bas. Enfin, c'est pas, ça reste discret, donc ça fait en fait un beau t-shirt juste. Et c'est vrai que Ok. ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant Hmm. à développer que juste un t-shirt avec une marque dessus. C'est vrai que Bah, ça me fait sauf. penser aussi à une brasserie canadienne ou québécoise qui s'appelle Boréal, qui est très connue Mm. et qui fait toujours des choses très lifestyle et très classe. Et ils vendent des t-shirts et sur un de leurs t-shirts, c'est marqué Soif de loup. Et derrière, tu Ouais. as un petit loup. Mais en fait, Boréal, il apparaît nulle part. Peut-être qu'il doit être derrière sur l'étiquette, mais Mhm. le brasserie Mais Boréal sinon, n'apparaît pas sur le t-shirt. Et en fait, tu l'achètes parce que tu kiffes et tu sais d'où il vient ce t-shirt. Et au final, t'en feras peut-être l'apologie sans que ce soit écrit ça sur le t-shirt. Et tu le ouais. vendras à tes potes ou à tes collègues ou à tout le monde parce que justement, c'est un truc autre. Enfin bon, c'est une manière un petit peu subtile de marketer, tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément se cantonner qu'à son logo et qu'à des choses Ouais. qui a trait à Ouais, Noël. à la limite, ton logo, ton t-shirt avec logo, tu le gardes pour ton staff, tu vois, Voilà, pour ouais. te faire identifier quand tu es en sortie, quand tu es en salon, quand tu es en événement, Mm. quand tu es en démarchage commercial. Mais c'est vrai que oui, je pense que les gens, si tu veux que les gens portent ta marque, en effet, il faut leur proposer autre chose que juste des logos. Après, tu as toujours on en revient quand même à cette fierté aussi. On le voit beaucoup sur les t-shirts de musique, sur les t-shirts de foot. Alors, c'est pas tout à fait la même ambiance, mais il y aura quand même toujours des gens qui seront convaincus par ta marque et qui seront fiers de l'afficher. Il y a Ouais. aussi cette démarche-là Ouais, s'il a une de belle donner envie notoriété et aux qu'elle gens. correspond à tes valeurs, quoi. Mais C'est on en ça. revient toujours à ce côté statut au final. Quelle valeur a ta marque et qu'est-ce que ça va apporter à ton client loyal et fidèle C'est ça. et est-ce qu'il va se sentir appartenir à une communauté spécifique, à une niche ou à euh, voilà. Et si tout est bien brandé, bah, c'est très efficace. Je suppose que le merch de Fauve et de Brickhouse, il part comme des petits pains, je pense. Mhm. Donc au final, voilà, il faut avoir une bonne équipe marketing derrière C'est et ça. puis Mais tu vois, cette notion d'appartenance à la marque, enfin de sentiment d'appartenance et de communauté, je pense que c'est pareil, c'est un levier à développer aussi en communication, qui n'est pas facile, ah, mais, totalement. Bah pour moi, il faut mais partir de là pour ensuite développer ta mm, marque après. c'est ça. C'est limite dans le sens totalement inverse, quoi.
Bon, C'est après, limite on dans le sens digresse encore une inverse. fois. Ouais, c'est vrai. On part en cacahuète. Qu'est-ce qu'il y avait? On avait les marchés de Noël aussi, vu qu'on Oui. est toujours dans Noël. Oui, alors les marchés de Noël, ça les brasseries aiment bien. Alors moi j'ai tendance à dire ok, c'est une bonne idée, mais par contre tu fais le marché de Noël qui fonctionne. Parce que des marchés de Ouais, Noël, il y en a partout tout le temps. Se cailler les miches dans le froid, c'est pas forcément très cool. Donc non, faut faire, il y a des marchés de Noël qui cartonnent. Souvent c'est les marchés des grandes villes, je pense à Strasbourg, parce que c'est une tradition, tu forcément. vois, Ouais. et puis, il y a un marché de Noël, je crois, à la Défense aussi, à Paris, qui est assez extraordinaire en termes de clientèle. Enfin voilà, il y a quelques marchés de Noël où, bon, par contre, il faut être motivé parce que c'est pendant une semaine, Mm. voire des fois plus. C'est souvent la semaine juste avant Noël, voire un petit peu avant. Et c'est quasiment du lundi au dimanche, quoi. Donc, il faut avoir Ouais. une grosse équipe parce que faire ça tout seul, je pense, c'est clairement pas possible. Et après, il faut faire une grosse équipe et puis il faut faire des plannings on va dire, de travail qui sont pointus parce que c'est souvent aussi tard le soir. Et est-ce Et que puis c'est un prévoir. stand où il y a des tireuses pour goûter? Est-ce que c'est juste un stand avec des box? Est-ce que Alors, c'est les deux? tous les styles. Tu as tous les styles. Tu as juste des stands de vente, hein, où justement tu vas vendre tes bières, tu vas vendre des coffrets, tu vas vendre des goodies. Tu as aussi le stand un peu en mode hybride, bar, parce qu'il y a il y a d'autres métiers de bouche, on va dire, puis c'est presque un limite gastronomie de fin d'année, Mm. quoi. Ouais. Ça dépend vraiment de la politique du marché de Noël, enfin des organisateurs en fait. Le seul problème, c'est que à ce moment-là, il fait souvent un peu froid, il y a du vent, des fois il neige ou il pleut, il fait nuit très, très tôt. Tu plus envie de boissons chaudes et il y avait une question que j'avais envie de te poser. Est-ce que les bières chaudes, ça existe? Oui, ça existe. Et oui, OK. malheureusement ou heureusement, je sais pas comment te le dire. Oui, ça existe, ça se fait. Et en Et fait, ça tu se fais fait sur les chauffer. marchés de Noël ou ça se fait, rien à voir avec l'occasion de Noël, Parce que moi, je pense Ah au non, vin ça se... chaud, au final. Et est-ce que la bière Alors, chaude ou le thé houblonné ou des choses comme ça peuvent être une Alors, niche? je sais que, alors il faudrait que je me renseigne plus avant, mais il me semble qu'en Allemagne, si je dis pas de bêtises, ça existe, la bière chaude. Ils ont une technique d'ailleurs pour la chauffer qui est assez particulière. Ils trempent un objet, mais je me souviens plus trop. Faut vraiment que je me renseigne, chaud dans la bière, ça la réchauffe en 2 secondes. Elle perd pas OK. de ses bulles et elle se boit, bon, chaude, elle se boit tiède. Ça, c'est un truc très spécifique. C'est vraiment une tradition très spécifique. À l'inverse, sinon, c'est réservé souvent, justement, enfin, c'est réservé à la période de Noël. Tu Mmh. peux t'amuser chez toi à te faire une bière chaude, mais c'est souvent très lié à Noël parce qu'on va rajouter justement ces épices qui sont la cannelle, le clou de girofle, la badiane, au moment où on va la chauffer pour faire quelque chose qui est très, très, on va dire très gourmand, très généreux en goût. Ouais, je pense Après, qu'une, on une n'aime pas, quoi. breakfast, stout ou quelque chose de peut-être une bière au café, potentiellement des choses qui Mhm. peuvent ressembler à du chocolat chaud ou du café ou une boisson chaude, peuvent être plus, cool à chauffer qu'une IPA, classique. Mais, Ouais, d'autant que il faut faire très attention. L'amertume a tendance à à ressortir quand tu chauffes le produit. OK. Voilà, je dis toujours quand je fais mes accords bière aimés ou quand on cuisine à la bière, j'évite toujours les bières amères parce que si tu vas les chauffer, par exemple, si tu veux en faire un déglaçage pour une sauce, même Mmh. si ça déglace juste, la chaleur en fait va exacerber l'amertume, donc en tout cas du houblon. Donc moi ouais non, une bière amère, à moins justement de l'épicer, de la sucrer au max derrière, tu vois, à la limite tu refous de la cassonade dedans pour compenser l'amertume et encore, tu vois, ce sera jamais très équilibré. Ou tu chopes directement la bière, après le brassage, juste avant la fermentation. Tu sais, ce jus que tu Tu obtiens, prends le qui mou, est ouais. ultra sucré, qui Mmh. rend gros direct. Je Ouais, sais pas c'est si on peut le clair. travailler au final, mais c'est le seul truc qui s'apparente à la bière que j'ai pu goûter de chaud. Parce que j'ai jamais mis une Mmh. bière au micro-ondes, donc je sais pas. C'est vrai. Mais, Moi, ouais, tu feras gaffe à bien fermer le contenant, sinon tu risques d'en avoir partout. ouais. Le mou, le problème, c'est qu'il se garde pas. Parce qu'en fait, justement, il a tous les éléments fermenticides pour que les levures, qui se trouvent aussi dans l'air, viennent les manger. Donc, t'imagines, Mmh. tu gardes du mou à température ambiante pendant, allez, 12-24 heures, tu as déjà des levures qui vont venir. C'est des fermentations spontanées, hein, en fait.
Ouais. Donc ton mou, tu vas avoir beaucoup de mal à le garder, sauf à le mettre en température très très basse. Et même là, il peut potentiellement être contaminé. Donc le mou, c'est compliqué. Non, ouais, une brune. Alors souvent, ça va être des brunes, tu sais, un peu à la belge, caramélisées, tu vois, dans lesquelles tu vas rajouter des épices. On retombe un peu sur nos saveurs de bière de Noël, en fait, Ouais, au finalement. final. Tu vois, Bah, très si jamais épicé, un plutôt auditeur a ronde. déjà goûté à ça, à une bière, chaude ou aurait des idées et cetera, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, Une si, petite recette, ce que vous en pensez. Une par petite exemple. recette, ouais, pourquoi Petite pas. recette, ça peut être Est-ce pas que tu mal. avais d'autres choses à ajouter, Non, mais je pense qu'on peut conclure sur cette bière chaude, tu vois, par exemple. OK, Ça peut ça être pas marche. mal comme. Et Voilà, ben, on passe, du coup, en transition à nos coups de cœur. Alors, moi, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est une brasserie que j'ai redécouverte, que je connaissais déjà depuis un petit moment. J'avais eu l'occasion de vendre leur bière, mais j'ai redécouvert et c'est surtout, je me suis rendu compte d'un truc. C'est la brasserie Natural Mystique. Alors, pour information, la brasserie Natural Mystique existe depuis 2001. Et quand on voit l'évolution brassicole française en 2001, on se rend compte qu'en fait, il n'y a quasiment pas de brasserie en France. Quand je Ouais. dis quasiment pas, c'est moins de 150, quoi. Tu vois, en 2001, donc c'était il y a 19 ans. Donc déjà, il y a 19 ans, tu te dis, ouais, ça commence à causer. Donc ils ont commencé ça, donc c'est un couple. Et la petite particularité aussi, c'est que bon, ils cultivent du chanvre. Donc ils font une partie de leur gamme avec du chanvre. C'est des agriculteurs, en fait, à la base. Et surtout, ils ont été l'une des premières brasseries à être en bio aussi. Donc tu vois, ça fait Direct en beaucoup, 2000, beaucoup. en 2001? Ouais, ouais, ouais. Ça fait D'accord, beaucoup OK. d'éléments assez précurseurs. Et c'est vrai que Mmh. souvent, ces brasseries qui commencent à avoir 10, 15, 20 ans, bah, parce qu'en plus, ils sont pas très grands en termes de volume, hein. C'est vrai qu'on a tendance un peu à les oublier. Et pour autant, pour l'époque, c'était, j'ai presque envie de dire, révolutionnaire, tu vois. Et quand tu les rencontres, donc ce couple de la brasserie Naturale Mystique, alors ils sont pas prétentieux pour un sou, tu vois. Ils sont très humbles. Aujourd'hui, ils sont très fiers de dire qu'ils arrivent à vivre de leur activité, ce qui n'est pas toujours évident quand tu as une petite brasserie avec une petite production. Et moi, je les ai trouvés vraiment adorables et je voulais marquer le coup, voilà, en disant que c'est une brasserie qui est pas. Enfin, 2001, pour moi, ça commence à devenir impressionnant Mmh. Ouais, comme carrément. nombre d'années d'existence. Et donc voilà, je voulais faire mon petit focus sur cette brasserie-là. OK. Et c'est Voilà. drôle quand tu dis qu'à l'époque c'était révolutionnaire, mais être révolutionnaire quand derrière les consommateurs suivent pas, ça me fait penser à la sortie de l'iPad, quand, les gens n'en voulaient pas du tout, quoi. Et Mhm. comme quoi des fois c'est aussi une question, bah, d'offre et de demande et de est-ce qu'il y a une audience pour ça? Il y a toujours des pionniers au final et ils sont relayés, malheureusement peut-être au second plan quand il y a des nouvelles vagues qui arrivent et qui rafraîchissent tout, avec du coup Ouais, des consommateurs qui sont friands de ça. c'est ça. Et alors, je sais pas, hein, mais tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi, j'aime bien l'idée de la vague et j'ai l'impression que les vagues, plus ça avance, plus elles se resserrent, tu sais. T'as l'impression que, tu vois, il a fallu 10 ans pour que, ben, on va dire, la consommation, enfin, le marché s'installe. Et Mmh. aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ça va s'accélérer de plus en plus avec des nouveaux projets, des projets ambitieux, des nouvelles idées. Tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une C'est sorte exponentiel, hein, tout va de plus de. en plus Ouais, vite et je voilà, crois que les Français ont compris qu'il pouvait y avoir du goût avec de l'innovation et maintenant j'ai l'impression qu'ils font même partie des pionniers, quoi. Quand on voit, tout ce que peut brasser des brasseries, je sais pas, je pense à Iron, par exemple, qui font énormément de bières, expérimentales un peu folles. Il y a rien à envier à des brasseries anglophones, pour le coup. Donc ouais, je sais pas, après c'est peut-être à nous, nos palais d'évoluer, français, qui Ouais, restons ou je peut-être pense qu'il traditionnellement sur faut, le vin, je sais pas. ouais, il faut encore aller chercher d'autres goûts, ou alors jouer sur cette dualité de modernité terroir, tu vois, justement travailler sur ce côté gastronomie, parce que je pense que là, il y a encore un beau travail à faire. Enfin, faut voir, faudra voir dans quel sens ça va Mmh. continuer. Ah, tout le Le monde fait goût de ça, la hein. Enfin, bière, ouais, tout le monde fait ça, mais je pense que le goût de la bière va continuer à se démocratiser et la bière française va récupérer la place
qu'elle doit avoir, tu vois, par rapport aux bières belges qu'on voit encore beaucoup, beaucoup. Mm. D'ailleurs, je pense que les Belges ont du souci à se faire sur le marché français, si c'est pas déjà le cas. Mais il n'y a peut-être pas une On aura de bière française au final. Tu penses aux bières belges, tu sais directement à quoi t'attendre. Ça va être C'est des vrai. trappistes, des un peu fortes, des bourrines, tu sais ce qu'il y a derrière. Quand tu dis bière française, enfin moi personnellement, il n'y a rien qui me vient. Quand tu dis bière allemande, direct, t'as des choses en tête. Donc c'est Oui. peut-être qu'il faut arriver à ce qu'il y ait je sais pas, une alliance de brasseurs qui, je sais pas, soit qui mettent des lois, des règles, soit qui arrivent à faire des conventions de qu'est-ce qu'une bière française. Enfin, c'est quelque chose d'intéressant pour le coup. Pour moi, aujourd'hui, une bière française, c'est une copie d'une bière étrangère, tu vois. Non, mais Une bière peut-être craft j'exagère. française. Voilà, une Ouais. bière craft française, c'est une réinvention d'un style et finalement, bah, tu te retrouves avec les mêmes marqueurs de goût. Donc, Mm. c'est difficile de dire ce que c'est une bière française. Non, je pense que demain, on aura des porte-étendards, justement, des brasseries qui vont commencer à exporter à l'étranger et ce sera ça, en fait, la représentation de la bière française. Et si dans Ouais. 50 ans, 60 ou 100 ans, on découvre qu'il y a une bière qu'on fait mieux qu'une autre ou différemment, tellement différemment que ça nous identifie comme géographiquement français, pourquoi pas? Mais je pense que là, c'est trop tard, si tu veux. On peut plus tellement revendiquer On verra ou selon alors les à maltes et recréer, les en houblons fait. qu'on pourra cultiver en France. Ça va peut-être aussi. Ouais, le problème, c'est qu'un malt et un houblon font pas un style de bière. Si tu veux un style de bière, c'est une recette, c'est plusieurs maltes, c'est plusieurs houblons, c'est une levure spécifique. Euh, Aujourd'hui, il y en a plus de 150, je crois, aujourd'hui au BJCP. Euh, Sauf à découvrir vraiment une recette originale très ancienne, je vois pas comment on peut s'approprier ou recréer une recette. Tu vois. Par contre, oui, je Hmm. suis d'accord, les matières premières vont peut-être marquer le produit, mais à la fin, ce qu'on va retenir, c'est quand même le style. Ça peut être des orges des houblons d'Alsace et de l'orge de l'Oise, par exemple. Ça marquera pas forcément le goût final si ces orges et ces houblons sont de qualité correcte. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Peut-être qu'on c'est va là que c'est se compliqué. focaliser sur les Grey Pale en tant que Français très bon dans le Ouais. vin, réputé pour le vin. Peut-être que c'est l'avenir de la bière française. Je sais pas. Ouais, est-ce que le vin est l'avenir de la bière française? Tu vois, je suis pas sûre. Parce que c'est On vraiment verra. deux univers assez différents. Bon, enfin, voilà. Ça, ce sera un autre débat, du coup. Carrément. Moi, de mon côté, et ben, du coup, c'est dans le thème, le coup de cœur. Quand j'étais monté à Marc en Barœul chez Brewing Theory, j'étais passé par Taste and Brew, qui est un caviste avec des plutôt bons produits. Et j'étais tombé un peu amoureux d'une étiquette d'une bière en canette qui s'appelle Hardy Wood. Donc Hardy Wood, comme le bois. La bière s'appelle Christmas Morning. Donc c'est une Imperial Stout à 9 degrés. Et en fait, j'aimais bien le visuel, donc vous verrez ça en description. En fait, on voit un petit bonhomme typiquement fait en cannelle, quoi, les petits bonhommes Mm. qu'on Les peut, petits qu'on peut biscuits. vendre. Les petits biscuits, voilà. Et en fait, t'as un petit biscuit qui est dans sa chaise rocking chair avec un bonnet de Noël et quelques cadeaux. Et t'as un autre derrière qui fait peut-être office de lutin ou je sais pas. En tout cas, c'est chou, mais c'est monochrome. Donc en fait, c'est sur un fond totalement blanc et tout est rouge, la typo et le visuel. Et le Christmas Morning est marqué en lettres gothiques. Donc en fait, on est dans les codes de Noël sur la bichromie rouge-blanc, mais et puis sur le visuel un peu, effectivement, avec les cadeaux, etc. Mais on n'est pas dans le nanar. On n'est pas dans le désuet et j'ai trouvé ça très cool. Et la typo gothique rajoute un cran un petit peu badass sur l'étiquette. Mm. Donc voilà, c'était clairement un coup de cœur visuel, packaging sur ce produit. Je ne sais pas si tu l'as devant toi, mais tu le verras Ouais, peut-être ouais, je après. vois, je l'ai déjà croisé, cette canette. Ok. C'est vrai qu'Hardywood, je vois un peu leurs différents designs, ils sont à la fois très tradis et en même temps, il y a une petite touche de modernité ou d'originalité qui fait que ça passe toujours. Mm. Tu vois, tu as l'impression sur le moment que ça ne te vend pas du rêve et en fait, finalement, tu arrives toujours. Enfin, ils sont assez, je trouve, assez
ils ont une approche assez carrée de leur truc. Je pense qu'ils l'ont testé plus d'une fois. Et c'est vrai que bah, tu vois, là, ça leur ressemble très bien à un petit, comme tu dis, un petit visuel chou, mais très épuré avec ton blanc et rouge, justement, mais avec cette petite écriture gothique où tu te demandes justement est-ce que c'est un Noël si idyllique que ça, finalement. Après, C'est moi, j'ai sûr. toujours peur de la typo gothique, c'est pour son aspect lisible ou voire même illisible, tu vois. C'est une Mm. typo qui me fait Bon, là, toujours un c'est peu... très gros, donc c'est très lisible au ça final. va. Et tu te demandes Est-ce que pourquoi c'est... le Times et compagnie. Enfin, tu te demandes, après, c'est un rapport avec l'imprimerie, mais l'écriture gothique, c'était dans les premières écritures, dans l'histoire de l'écriture. Donc, ils ont quand même fait du travail pour que ce soit lisible. Mais je vois ce que tu veux dire. Une écriture gothique en majuscule complète, en tout petit, là, tu lis plus rien. Mais C'est ça, il y a des fois, c'est pas toujours très lisible, donc c'est vrai que... Et puis ça a quand même pas mal de connotations, donc voilà, derrière, faut l'assumer aussi, tu vois. Faut un peu assumons les mettre choses, j'adore ça. Oui, bah oui, moi aussi. Moi aussi, mais voilà. Bah écoute, Ah, c'est tout pour super. aujourd'hui? Et tu l'as goûté, cette bière? Bah non, non, j'en avais Non? d'autres sous la main Ah et je bon. t'avoue que j'étais sur la brasserie Verdante que je kiffe vraiment. Les canettes étaient chères, je me suis pas. Et puis je devais rentrer sur D'accord. Lyon après, donc avec des valises très 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 comblées, bon, donc ouais, ça c'est pas pratique la bière dans le train, hein. ouais. Je connais quelque chose. Et c'était pas à Noël, tu l'as. C'était Non, pas au non, moment c'était de pas à Noël? Noël, c'était en mois de juillet, fin juillet. D'accord. Oui, il y a peut-être de ça. Une Christmas en mois de juillet, ça peut faire bizarre. Enfin, c'est un peu Bah déjà les anti-limite, stouts, ouais, non? c'est pas tout le temps, donc au final. Mm. Mais bon, à tester dans tous les Yes. cas. Eh ben, à tester, on note. On va tester toutes les bières de Noël et les bières d'hiver d'ici à Noël, on va être bien. Carrément. Eh ben, c'est super. Eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Ludovic Mordant Je m'appelle Dorothée Vandac. et on espère vous voir la semaine prochaine dans Milecto. À Ciao, ciao! bientôt!